Au sommaire de ces journaux, l'arrêt de la haute cour militaire sur l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana, impliquant l'ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabange, selon les témoignages de certains renseignants et vus de diverses manières, les bâtonniers nationaux Matadi Wamba, Arlette Odia et Maître Pinda ont émis leurs commentaires quant à ces. 3 mois après le lancement de l'opération Kinshasa Zéro Trou, le chef de l'État veut voir clair dans l'accélération des travaux. Pour ce faire, le ministre des ITPR Alexis Guissaro a effectué la ronde dans certains chantiers à travers la ville de Kinshasa pour palper du doigt la réalité sur terrain. Ce journal vous est présenté par Guy Bouchard Joffé. Vous nous suivez depuis Madrid en Espagne. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. En diplomatie, le Canada et la République démocratique du Congo intensifient les relations bilatérales dans le domaine de la coopération des secteurs de l'enseignement et de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'essentiel de l'entretien que l'ambassadeur du Canada a eu avec le président du Sénat, Modeste Batshilukubo, ce vendredi. Images et commentaires. Après 60 ans de coopération bilatérale entre les deux pays, le Canada et la République démocratique du Congo veulent davantage intensifier la diplomatie parlementaire. L'ambassadeur du Canada en RDC, Benoît-Pierre Laramé, a eu de fructueux échanges avec le président du Sénat, Modeste Batshilukubo, ce jeudi dans son cabinet de travail au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Les échanges entre Modeste Batshilukubo et Benoît-Pierre Laramé ont tourné autour de la diplomatie parlementaire avec un accent particulier sur la coopération économique en passant par l'amélioration du climat des affaires en RDC. Nous avons discuté de coopération parlementaire car on sait que c'est une de ses priorités de relancer la diplomatie parlementaire. Alors de voir au sein de cette diplomatie parlementaire-là quelles étaient ses priorités et de voir comment le Canada, avec les différents parlements, pouvait l'appuyer. Donc ça a été un axe de discussion. Le deuxième axe, on a parlé aussi de recherche scientifique et de voir comment la recherche scientifique peut aider le pays à mieux s'équiper en matière de lutte contre le changement climatique. Le Canada s'est dit même prêt à accompagner le gouvernement congolais, notamment dans les domaines de la lutte contre le réchauffement climatique et dans le partage d'expériences dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Et on ne peut s'en passer de cette nouvelle qui fait la une de l'actualité. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social Île-de-France, James Chimpa, a au cours d'une interview accordé ce vendredi estimé que les tweets sur la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund, inquiètent car cette démission ne favorise pas l'avancement du parti présidentiel face aux différentes allures que cette démission est en train de prendre. James Chimpa s'insurge contre toute récupération politique. Images et commentaires. Les réactions ne cessent de tomber après la démission par tweet la semaine dernière de l'honorable Jean-Marc Kabund au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. La dernière en date est celle de l'un de ses pairs, Chim Chimba, président de l'UDPS Île-de-France, qui déplore la manière dont cette décision a été prise car elle n'y favorise pas l'avancement du parti. Dans la foulée, il pense que cette situation inquiète et ramène beaucoup d'interrogations. Effectivement, j'avais imploré à ce que cette décision-là ne soit pas appliquée pour l'unité du parti, mais en même temps, pour avoir vécu longtemps dans ce parti, je comprends que à chaque moment, à chaque étape, il y a aussi des phases de mutation. Moi, trop jeune, j'avais assisté au départ du professeur Liao, au départ de notre papa Kibasa, au départ de notre papa Birindwa et plus récemment du fait Mavungu. Donc, l'UDPS, c'est un parti de masse. Ce n'est pas facile de gérer l'UDPS. Je suis en train d'essayer de me contenir. Hein. Ce n'est pas parce que je ne vais pas répondre à vos questions, c'est parce que j'ai du mal à croire que c'est en train de nous arriver à nous. Mais bon, ceux qui parlent de feuilleton, effectivement, c'est ça aussi la beauté démocratique.
Parlant des différentes déclarations de quelques membres de l'UDPS sur la destitution de Kabound, Chim Chimba estime que chacun a le droit de s'exprimer. À l'UDPS, oui, l'UDPS est une machine, nul n'est indispensable à l'UDPS. Maintenant, ce sont les circonstances, hein, ce sont les faits. Nous devons être conséquents de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes au pouvoir aujourd'hui, nous ne sommes plus en opposition. C'est ce que je dis. Ceux qui sont en train de se précipiter, chacun dans un sens, moi je pense qu'ils sont en train, d'un côté ou de l'autre, de se tromper. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous, bon, je sais que ce sera difficile. Hein. Là, il y a une situation qui est là. Nous devrions faire face. Voilà pourquoi. Oui, nous devrions faire face. C'est dans la douleur. Et puis, pour moi, je pense que le plus important, c'est de résengarder, d'observer et puis de réfléchir. Mais les jours à venir, nous nous positionnerons selon, comme vous venez de le dire, la suite du feuilleton. Ce cadre de l'UDPS Île-de-France révèle que les pays appartiennent à tous. Les autorités congolaises doivent cultiver l'amour afin de bâtir un Congo fort. Et à ces mêmes propos, l'essor de Kabound est plus que scellé par lui-même ou est resserré par ses pairs de l'Union pour la démocratie, le progrès social et à l'Union sacrée des vagues de déclarations de tous les sens venant de toutes les fédérations de l'IDPS, même des provinces, désavoue le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quelles sont les conséquences politiques de cette feuilleton Kabound? Tentative de réponse dans ces récits dressés par Jean-Désiré Mukonza. Une semaine après l'accrochage entre la garde républicaine et Jean-Marc Kabound, la disgrâce de ces derniers semble jour après jour s'est confirmée. Depuis que le patron de l'Union pour la démocratie et le progrès social avait annoncé le 14 janvier sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, il entraîne les revers. Après les leaders des groupes parlementaires membres de l'Union sacrée, les députés du parti présidentiel ont à leur tour publié un communiqué pour le désavouer. À l'œil du cyclone, on semble être en face des personnes qui vivaient en hypocrisie politique et dont un seul tweet va provoquer un divorce total. En tout cas, Kabound, les 520 gigas réduits en kilobytes, c'est le scénario auquel on assiste depuis la fin de la semaine passée avec des vagues de réactions de tous bords. Comme qui dirait que les souris profitent de l'handicap du chat pour marcher sur sa tête. Cet exemple est semblable à ce que vit Kabound actuellement avec sa famille politique. Le surnommé maître nageur, noyé aujourd'hui dans sa propre rivière, sans sauvetage pour s'en sortir, même pas des piroguiers pour lui venir en rescousse. Les seuls voués à sa cause, la fédération de l'UDPS du Haut-Katanga, qualifiée des personnes chantres sans position. Plusieurs caciques et hauts cadres du parti qui ont accompagné Félix Tshisekedi à la présidence sont catégoriques pour son départ et selon eux, c'est un arrogant qui a tué le parti du Sphinx d'Elumété qu'il regrette pourtant dans sa tombe. Jean-Marc Kabound sera-t-il contraint à une démission par pétition signée contre lui? Les questionnements sont légion dans ces dossiers. D'aucuns ignorent les tenants et aboutissants de cette affaire, chacun épilogue sans donner la vraie version des faits. Est-ce seulement l'altercation du mercredi 12 janvier soir chez Kabound qui est la pomme de discorde dans cette affaire où il existe des causes lointaines, difficiles de répondre? Prenons cette nouvelle comme évoqué à l'introduction de cette édition d'information. Les rejets de la demande de la Cour de faire comparaître l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans les procès CBA et Fidel Bazana est rationnel, affirme le bâtonnier Tarsis Matadiwamba. Maître Arlette Odia, pour sa part, estime que c'est à la Cour militaire d'apprécier les bien fondés et l'opportunité dans cette procédure. Le fait pour la haute cour militaire de débouter la requête de la partie civile, invitant à la comparution l'ancien chef de l'État Joseph Kabila comme renseignant au procès Chibea et Bazana, est-ce légitime ou pas? Le bâtonnier Matadiwamba estime que la demande est légitime si à la plus haute juridiction militaire d'apprécier le bien fondé et l'opportunité dans cette procédure. Les demandes sont adressées au tribunal, à la cour. C'est la cour qui apprécie le bien fondé de la demande, c'est la Cour qui apprécie l'opportunité. Et la Cour répond par ce que nous appelons en procédure un avant-dire droit, c'est-à-dire un jugement avant qu'on aille au fond de l'affaire. Il est renseignant et pas témoin, encore que ce sont deux termes proches, pas témoin
mais il est renseignant parce que de son statut de renseignant, il peut être, même le témoin, il peut être transformé en accusé. Maître Arlette Odia, de son côté, pense que la décision de la Cour est rationnelle. Joseph Kabila d'avance ne devait pas répondre à la justice. Pour nous, le rejet de la demande de la Cour de faire comparaître l'ancien président de la République, Joseph Kabila, dans le procès Chebeya et Fidel Babana est une mesure rationnelle. Pourquoi? Parce que la Cour a apprécié par rapport aux éléments en sa possession que ces éléments pouvaient déjà lui permettre à rendre une justice équitable. S'il revient à la Cour et non au parti de décider de telle ou de telle autre mesure, elle était bien entendu, la demande du parti civil était bien entendu légitime, mais il revient à la Cour d'apprécier. Pour Arlette Odia, il ne faut pas qu'il y ait un amalgame sur la comparution du général John Numbi et de Joseph Kabila Kabange. Restons toujours dans ces registres de l'affaire Chebeya. Joseph Kabila répondra devant la haute cour militaire que s'il est chargé par le général John Numbi. Cette affirmation est d'un juriste et praticien de droit. Maître Richard Mpinda précise que la fuite de John Numbi a handicapé ses procès car la haute juridiction militaire ne peut pas à ces jours réunir de moyens en sa charge. L'ancien président de la République qui a été en contact direct dans ce meurtre qu'avec John Numbi, aujourd'hui en cavale. Suivez. Et alors, la pièce maîtresse, c'est-à-dire que l'élément déterminant pour que Joseph Kabila puisse éventuellement répondre, c'est John Numbi. Où est passé John Numbi? Qui sait? Peut-être qu'il est sous pied, 4 pieds sous terre. Qui sait? Vous voyez, donc c'est pour dire tout simplement que à ce niveau-là, il n'y a pas assez d'éléments pour permettre à la Cour de pouvoir éventuellement convier Joseph Kabila de se présenter devant cette Cour-là. John Numbi resterait disparaître et la conséquence, comme on dit, les choses restant égales par ailleurs, rien n'aurait bougé, et ben il sera là où il est. Parce que celui qui les relie à l'assassinat de John Numbi, plutôt de Chebeya, c'est John Numbi. Et pourtant John Numbi qui doit charger Joseph Kabila, il est porté disparu. Soit il est en exil, soit il est mort, soit. Ce sont des interrogations que nous devrions nous poser. On ne peut pas aller prendre Joseph Kabila sans les liens qui les lient. Puisqu'il pourrait revenir, il arrive là, il dit, bah écoute, il peut aussi s'élever un bon matin, il dit, bon, je vais y aller. Il arrive, il dit, bah écoutez, vous me reprochez de quoi? Est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Et à l'est de la République démocratique du Congo, une grenade a été jetée par une personne non encore identifiée dans la maison du chef des groupements des Tora dans le territoire de Ouacha, province du Haut-Touélé. Selon la population locale ainsi que la victime de cette situation qui a été sauvée de justesse grâce à la vigilance de ses fils, cet acte est attribué à la présence de sujets chinois dans cette zone. Cette grenade a été neutralisée avec le concours de la population locale pour éviter que le pire n'arrive. Suivez. Une situation macabre s'est déroulée dans la cité de Tora, dans les territoires de Ouacha, province de Haut-Touélé, au soir du mercredi 19 janvier 2022. Au domicile du chef du groupement de Tora, une personne non encore identifiée a jeté une grenade dans la maison et a pris la poudre d'escampette dans la nature. Un des enfants de la maison, ayant aperçu cette bombe nuisible, a crié tout en appelant son père, qui a accouru en toute urgence pour jeter cette grenade très loin de la maison, au risque qu'elle explose. Les habitants alertés ont eu peur de passer la nuit dans leur domicile. Tous ont passé nuit à la Belle Étoile, cherchant l'auteur de cet acte qu'on attribue au sujet chinois, exerçant les activités dans ces coins. Selon certaines bouches, la cause principale de cette insécurité est liée au moratoire accordé aux sujets chinois qui exploitent dans les zones artisanales par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi. La date butoir était fixée au 20 janvier pour libérer le site minier. Depuis, une insécurité grandissante a été remarquée dans ces coins de la République. Le chef des groupements des Tora, la principale victime, condamne les Chinois qui, selon lui, sont auteurs de l'insécurité dans la contrée. Est-ce que na Tora wa depuis to fanda na bino bosongo na biloko na boy? Boyeba. Mboko ekoti dizana mabe. Toti la koyeba biso na bino. Ça la sécurité na mboka. Na ebité. On ngana zoloba. Depuis Chinois kota na Tora wa te. Est-ce que bosongo na biloko ya boy?
lelo yo population lobi que non chef ateki mabele chef ateki zamba atika ya koteka zamba te soki la na kukufela na kufela pona zamba pona mabele yo ndenge nazo boya mopaya ye na ndenge na ya zo zamba na biso na ndenge na ndenge nazo boya lelo nde liwana nga yangwana. Les éléments des forces de l'ordre ont été également alertés afin de mettre cette grenade hors d'état de nuire en vue de sauver des vies humaines dans cette partie de la province du Bas-Ouélé, dans la province du Haut-Ouélé. Ainsi, la population du coin ne veut plus de la présence des sujets chinois et ne jure que par leur départ. Plusieurs villes mortes ont été organisées à cet effet, aux autorités de prendre garde et de réagir avant que le pire n'arrive. Et dans le volet infrastructure, les différents projets liés aux infrastructures de la ville-province de Kinshasa, notamment Kinshasa Zéro Trou, évoluent malgré certaines contraintes dues au financement de ces projets dont le gouvernement n'a disponibilisé que 30% de l'enveloppe prévue. Le ministre des ITPR a à cet effet effectué une descente ce jeudi dans les différents chantiers afin de palper du doigt la réalité sur l'exécution des travaux effectués dans le cadre de cette opération lancée à Kinshasa. Suivez. Conformément aux résolutions de la dernière réunion du Conseil des ministres, les instructions claires et précises ont été données au ministre Alexis Guizarro de l'ITP d'accélérer avec les différents travaux mis sous sa supervision relatifs au programme Chilengelo et Zéro Trou à Kinshasa et dans les Congo profonds. Message bien compris par le ministre des ITPR qui, 3 mois après le lancement de l'opération Zéro Trou, est allé faire la ronde dans différents chantiers afin de palper les réalisations des entreprises qui exécutent les travaux. Constat: tout semble se dérouler selon les clauses irrélatives à la première phase qui s'est achevée le 15 janvier dernier. Dans cette phase, nous visions à peu près de réhabiliter 12% de l'ensemble de la voirie urbaine, je dis bien la voirie revêtue de la ville de Kinshasa, pour un budget estimé à peu près à 32 millions de dollars, pour lequel il a été mis à la disposition de ce projet 5 millions de dollars. Et c'est les 5 millions de dollars qui devaient couvrir la première phase. Et la première phase couvrait à peu près 24 artères sur les 49 totales qui sont retenues dans le cadre de ce projet Kin Zéro Trou. Donc la phase 1 qui s'est clôturée le 15 janvier, donc il fallait qu'à la fin de cette phase, nous puissions faire une évaluation, une inspection sur terrain pour voir comment est-ce que cette phase, comment est-ce que les entreprises ont réalisé les travaux qui étaient soumis à qui leur étaient soumis. Une chose est sûre, certains chantiers connaissent du retard dans l'exécution des travaux. À la base, le financement ne suit pas le long du travail, d'où le gouvernement est appelé à mettre le bouchée double. Dans certains chantiers, faute de l'accessibilité, les patrons des ITPR a un homme de terrain, c'est même employé d'utiliser les motocyclistes pour atteindre d'autres zones afin de palper la réalité. Notons par ailleurs que le programme Zéro Trou évolue en dents des scies conformément aux allocations budgétaires mises à la disposition des entreprises contractantes qui sont sommées de mettre les pieds sur l'accélérateur pourvu que la circulation devienne fluide à Kinshasa et que le nid d'épaule appartienne définitivement au passé. Alexis Guizarro, un véritable homme du terrain. Prenons cette nouvelle. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mboukani, et son collègue de budget avec les bancs syndicales de personnel de la santé ont procédé ce jeudi 20 janvier 2022 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement à la signature du protocole d'accord mettant fin aux négociations entre les bancs syndicales et le gouvernement congolais. Ordinolas Moubala pour le reste. Comme cela a été annoncé lors de la 36e réunion du Conseil des ministres par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mboukani, le protocole d'accord mettant fin aux négociations entre le banc syndical et le gouvernement de la République, représenté par le ministre de la Santé, et celui du budget vient d'être signé ces jours. La cérémonie officielle de la signature du protocole d'accord s'est déroulée ce jeudi 20 juillet 2022 au Salon Rouge de l'immeuble intelligent, représenté par les différentes sections, les représentants de chaque délégation et le ministre de la Santé publique, accompagnés de la vice-ministre, ont tour à tour posé leur signature sur les documents. À cet effet, les syndicalistes réitèrent leur volonté de reprendre le travail après que les deux parties aient trouvé un consensus avec assurance de respecter de part et d'autre leurs engagements.
Le porte-parole a appelé sur les champs le personnel de santé à reprendre les chemins de travail à partir de ce lundi 24 janvier 2022 dans tous les établissements médicaux de l'État, à Kinshasa et dans toutes les provinces. Les syndicats des professionnels et administratifs de la santé ont l'insigne honneur de vous annoncer ce jour leur décision motivée de suspendre la grève sur toute l'étendue du pays dans le secteur de la santé publique, hygiène et prévention. Les syndicats des professionnels et administratifs de la santé réitèrent la volonté des assemblées provinciales et territoriales de reprendre le travail après que les deux parties aient signé le protocole d'accord. Ainsi, pour concrétiser cette volonté des personnels de santé à la base, le travail reprendra dès ce lundi 24 janvier 2022. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, s'est dit très ému de la volonté manifestée par les syndicalistes de signer ces protocoles d'accord sanctionnant la fin de la grève dans tous les hôpitaux publics. Cependant, au nom du Premier ministre qui s'est engagé personnellement et du Président de la République, le ministre Jean-Jacques Mbongani a rassuré que les engagements du gouvernement seront bel et bien tenus. Rendons-nous à présent dans les périphéries de Kinshasa, plus précisément dans le village Mbakana, qui est une cité située à 150 km du centre-ville. Un marché pirate est en pleine croissance sur l'artère principale menant vers la province du Kwango. Cette situation plaçait le vendeur dans des conditions moins optimales d'exercer leur petit commerce. Un constat fait par Bosco Kabamba. Ils mènent une vie comme s'ils étaient abandonnés à leur triste sort. Ils, ce sont les habitants de la cité Mbakana, située à 150 km du centre-ville de Kinshasa, éprouvent d'énormes difficultés, entre autres, manque d'eau potable, manque d'électricité, l'insécurité criante, ainsi que la menace d'une tête d'érosion. Sur cette liste noire, il faudrait noter l'existence des marchés pirates devenus agaçants sur la voie publique. Et ces vendeurs sont exposés aux éventuels accidents. Quelques entrepreneurs trouvés sur cette place déplorent les mauvaises conditions de vente. Mwenze moko ya mwa munene babakisi biso na ba place oyo po tozana ba base ya ba mesa na base ba parasole boto pola bambula chaleur makasi ozotoka makasi ana mbakato ana biso na chef abalungati pa ezate kombo ezate makambo so tuba tozongela obilo simambo ona tundula kina musana bango tikeli bango président na Kinshasa marché na Mbakana ezala. Espérons que les autorités urbaines prêteront oreille attentive aux cris de détresse de la population de Mbakana. Le résumé de la première phase de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout à l'heure avec notre tranche ZAP de la CAN qui sera présentée par Arthur Abedi. Cette édition d'information est complètement finie. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Madrid en Espagne. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur la télévision Vérité Bossolo TV. Au revoir.